Bienvenue sur la chaîne Marketing Mania Daily qui est ma deuxième chaîne, c'est pour ça que la miniature est jaune et non pas rouge. On va tester cette semaine des formats un petit peu différents sur la chaîne. On va commencer par une analyse de Yomi Denzel et de son fameux concours Instagram. Si vous êtes fan de la première chaîne, ne vous inquiétez pas, ces nouvelles vidéos qu'on fait sur la deuxième chaîne ne vont pas enlever ce que vous aimez. Vous aurez toujours vos vidéos de 45 minutes qui ont pris 4 semaines de recherche sur la chaîne principale. On se permet d'utiliser la chaîne secondaire qui jusqu'ici n'a été qu'un moyen pour nous de publier des extraits du podcast pour tester des nouveaux formats de vidéos et pour expérimenter un petit peu avec tout ça. Et on commence par notre ami Yomi Denzel. Donc Yomi Denzel, pourquoi est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui? C'est parce que le 13 septembre 2020, il a lancé un concours Instagram avec 80 000 followers qui allait devenir le plus gros concours Instagram de tous les temps, ou en tout cas c'est ce que lui-même annonce. Les lots, c'était une Mercedes de classe A, des Rolex, des sacs Yves Saint Laurent, des AirPods, le tout présenté dans un sac Louis Vuitton. Les conditions pour gagner, c'était de taguer 2 personnes, partager le concours en story et s'abonner à son compte Instagram. Et plus vous faisiez d'actions dans cette liste, plus vous aviez de chances de gagner. Une chose qu'on peut dire, c'est que ce concours a atteint ses objectifs puisqu'une semaine après son lancement, son compte Instagram était suivi par plus de 800 000 personnes en partant, on le rappelle, de 80 000. Donc première question, pourquoi est-ce que ce concours a eu autant de succès? On peut commencer par parler de la loi de l'exponentiel. Il a suffi de 8 jours à Yomi Denzel pour multiplier son audience Instagram par 10. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts de participer au concours. On va déjà taguer des contacts, on va déjà liker, on va déjà partager des posts sur Instagram. Et ici, il joue sur le fait que si chaque personne qu'il fait rentrer dans son concours va le recommander à une personne ou plus, le concours va essentiellement se propager mathématiquement à l'infini, ou en tout cas à l'infini, dans la mesure où il y a un marché cible pour ce concours qui va être épuisé. C'est exactement la même chose que la pandémie qui, tant que chaque personne qui est infectée va infecter une personne de plus, peut potentiellement se propager jusqu'à ce que la population entière soit infectée ou que vous ayez des effets où toute une partie est immunisée. Ici, évidemment, on ne va pas avoir 100% de la population qui va être intéressée pour faire le concours de Yomi Denzel, mais on peut imaginer que parmi le marché cible de ce type de concours, il a quand même probablement une pénétration assez impressionnante. Mais évidemment, il ne suffit pas de dire aux gens de partager un post pour qu'ils le partagent. Et ici, la principale carotte, c'était bien sûr l'appât du luxe. Une chose que beaucoup de gens vont reprocher à Yomi Denzel, c'est de faire du bling bling, de monter beaucoup d'argent. Et c'est clair que sur sa chaîne, il nous montre beaucoup d'argent. Ici, vous avez derrière une vidéo qui joue en arrière-plan de Yomi Denzel qui offre une Tesla à sa maman à 23 ans et ça l'a fait pleurer. C'est un gars qui a compris sur YouTube ce que les gens voulaient dans son audience. Et ici, il le fait sur Instagram, il le fait dans son concours. On ne peut pas vraiment lui reprocher de montrer du luxe, de montrer de l'argent quand c'est clair que ce que les gens veulent venir voir chez lui. Les comptes Instagram les plus suivis en France, c'est 2 joueurs de foot et juste derrière, on a 2 marques de luxe français, Chanel avec 41 millions de followers et Louis Vuitton avec 39 millions. Donc non seulement Yomi va choisir des marques dont l'aura est déjà bien établie, il va aussi choisir des marques qui vont lui permettre de prouver qu'il est riche puisque dans le post de lancement, il nous précise que tous les lots ont été achetés par moi-même sans aide de quelconque marque ou sponsor. Donc non seulement c'est un mec qui peut se permettre de s'acheter une Mercedes, des Rolex, des sacs Louis Vuitton, tout ce que les gens pourraient vouloir, mais en plus, il est assez riche pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc le but ici, évidemment, c'est de signaler la réussite de Yomi. Encore une fois, on est dans la continuité exacte de ce qu'il a l'habitude de faire sur sa chaîne YouTube. Ici, la différence, ça va être l'aspect controversial et l'aspect viral. Puisque bien sûr, quand il poste une vidéo sur YouTube de comment il est devenu riche, vous n'avez pas de raison particulière, ou en tout cas, vous n'avez pas de raison égoïste de le partager. Ici, pour la première fois, il vous donne un moyen de participer à ce rêve. Et c'est comme le loto, une grande partie du bénéfice émotionnel quand vous faites un concours, c'est pas de gagner puisque une seule personne va gagner versus des centaines de milliers de personnes en l'occurrence qui ont participé. Le vrai bénéfice d'un concours comme ça, comme du loto, c'est de pouvoir faire rêver les gens. C'est de se dire, bah tiens, moi je pourrais et de s'imaginer en conduisant la Mercedes. Il y a un gars qui a gagné une Mercedes, il y a peut-être 200 000 personnes qui ont rêvé qu'ils allaient gagner une Mercedes pendant quelques minutes, ce qui était probablement assez agréable pendant quelques minutes. Mais l'autre aspect qui a fait que son concours a pu se propager encore au-delà de ce qu'il fait sur YouTube, c'est que beaucoup de gens ont eu des suspicions que c'était un faux concours, que c'était truqué et qu'il n'avait pas de lot à donner. Parmi les arguments qui ont été invoqués, beaucoup de gens ont annoncé que la Mercedes était une voiture de location parce que les plaques d'immatriculation entre les différentes photos qu'il a postées n'étaient pas les mêmes. En l'occurrence, il semble, en voyant la vidéo de débrief que Yomi a fait, que effectivement la voiture n'a été achetée qu'une fois que le gagnant a été décidé. Donc il est probable que les voitures qui avaient été montrées dans ces posts avec les influenceurs étaient effectivement des voitures de location ou des voitures qui avaient été prêtées par un concessionnaire ou que sais-je, mais qu'au final il y a eu une voiture qui a été
acheter. Et cette théorie de l'arnaque a continué de fleurir, par exemple sur Twitter, où on va avoir plein de gens qui vont affirmer que les comptes Instagram sont des comptes chinois ou des amis de Yomi Denzel, donc ils vont faire leur petite enquête et trouver quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai qu'on pourrait trouver une certaine logique à cette théorie dans la mesure où c'est un mec qui ne sort de nulle part pour la plupart des gens, qui affiche des gros lots, qui affiche du gros argent, qui va s'afficher avec des influenceurs qui sont pas forcément tous populaire avec tout le monde, ça peut sembler trop beau pour être vrai. Après, d'un autre côté, si on comprend un petit peu le business qu'il y a derrière en termes de vente de formation, on voit bien que Yomi Denzel n'a pas vraiment d'intérêt particulier à faire un faux concours et qu'au final, il va très bien rentabiliser son investissement sur ce véritable concours. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans la vidéo de débrief que les principaux coûts qu'il a engagés pour faire ce concours ne sont pas les coûts pour acheter les lots et qu'en fait, ce qui lui a coûté le plus cher, c'est de faire des posts sponsorisés chez les influenceurs. Mais il vous parle aussi que ça lui a coûté environ 200 000 € de faire ce concours et qu'il espère en gagner beaucoup plus. En tout cas, c'est assez clair que si vous faites entrer 800 000 personnes, ou peut-être un peu moins parce qu'il y a des gens qui vont désabonner, mais vous faites entrer des centaines de milliers de personnes dans un tunnel de vente de formation, si vous êtes un minimum capable de faire des choses en termes de marketing, les 200 000 €, vous les récupérez assez bien. Donc il n'y a pas vraiment de raison de penser que le concours est faux, c'est pas vraiment trop beau pour être vrai, dans la mesure où lui-même va vous dire dans sa vidéo de débrief comment est-ce qu'il compte le rentabiliser. Mais les critiques font partie pour lui de l'intérêt de faire ce concours. Je vous explique. Dans un film, vous avez besoin d'avoir un antagoniste. Dans un film, il y a toujours un héros et un méchant. Si vous n'avez pas un méchant, si vous n'avez pas un antagoniste, si vous n'avez pas quelqu'un qui est contre le personnage principal, le film il est chiant à regarder. Ou pour prendre un autre exemple un peu plus controversé, c'est bien connu qu'une des meilleures manières de souder un pays, c'est d'avoir une guerre, c'est d'avoir un ennemi externe et tout d'un coup on peut dire ralliez-vous pour la patrie, on va tous aller castagner les autres. Avoir une attaque sur une communauté est la meilleure manière de souder une communauté. Le problème quand vous êtes sur YouTube, c'est que vous faites vos petites vidéos, il y a peut-être des gens qui vont vous critiquer, mais ça va pas être quelque chose de massif. Ici Yomi va créer un événement qui a pour but de gagner des abonnés, qui a pour but de faire parler, qui a pour but de créer la controverse, mais comme il contrôle cet événement, et comme il contrôle le fait qu'on va avoir des critiques sur le fait que c'est un faux concours, qu'il n'y a pas de Mercedes à gagner, et que lui il sait que c'est vrai et qu'il pourra facilement clouer le bec aux critiques, non seulement il crée une situation pour sa communauté en quoi « Regardez, tout le monde m'attaque, tout le monde est contre nous, les gens sont jaloux de notre argent et de notre réussite », mais en plus, il crée une situation où il est sûr de gagner ce combat, puisque fondamentalement, il a raison sur la question de la Mercedes, c'est une arnaque, elle n'existe pas. J'en ai parlé dans ma vidéo récente sur Tai Lopez, mais s'attirer des critiques est à la fois inévitable quand vous réussissez et souvent positif au niveau marketing, en tout cas si vous allez vous positionner par rapport à ces critiques et vous ne perdez pas votre calme. Et c'est pour ça que la principale difficulté dans ce genre de situation, et la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à faire nécessairement ce que fait un gars comme Tai Lopez ou un gars comme Yomi Denzel, c'est de gérer sa propre psychologie et d'être capable d'être une personne que des centaines de milliers ou des millions de personnes vont considérer comme étant un pourri de riche, un mec qui monte de l'argent, un menteur, un arnaqueur, etc. Et la capacité pour Yomi Denzel à supporter ce niveau de pression psychologique est un véritable avantage compétitif qui lui permet de faire des choses que d'autres personnes ne sont pas capables de faire sur Internet. C'est un sujet qui est souvent revenu dans mes vidéos. Vous pouvez par exemple voir mes vidéos sur Jake Paul, sur PewDiePie et sur Tai Lopez pour voir ces techniques en application sur différentes personnes qui ont eu énormément de critiques, énormément de pression et qui l'ont retourné pour exploser leur niveau de succès et de notoriété. En parlant de critique, on a bien sûr l'axe du dropshipping. Puisque le dropshipping, comme on le sait tous aujourd'hui, c'est le mal incarné. Donc on a les médias traditionnels qui écrivent que le concours n'est a priori pas une arnaque, donc ils ont fait à peu près l'argument que j'ai fait, qui est à dire que il va être rentable dessus, donc il n'est pas en train de vous mentir, mais il vous invite à la méfiance au motif que Yomi Denzel fait du dropshipping et vend des formations en ligne, et ils vont généralement insérer une vidéo de un créatif qui est bien sûr l'autorité francophone et même je dirais mondiale sur le dropshipping. D'où la difficulté avec le dropshipping, c'est que le dropshipping en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'il a été associé à pas mal d'arnaques. On avait des exemples comme des influenceurs qui faisaient la promotion de sites de vente de montres, qui simplement ne livraient pas les clients, donc c'était même pas du dropshipping, c'était du vol, ou alors des sites qui annonçaient des montres fabriquées en Suisse et qui étaient en fait fabriquées en Chine et vendues sur AliExpress de manière totalement standard, ce qui est bien sûr de la fraude. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des dropshippers ne sont pas nécessairement des fraudeurs et que la plupart des fraudeurs ne sont pas nécessairement des dropshippers. En faisant des recherches sur le sujet, j'ai découvert qu'en France, la répression des fraudes estime qu'un primeur sur 5 ment sur l'origine de ses fruits et légumes. Et comme ce qu'on critique souvent chez les dropshippers, c'est de ne pas avoir le stock pour le propre produit et de l'envoyer depuis leur fabricant, et bien on découvre qu'en France, quand vous achetez une voiture neuve, vous avez un délai moyen de livraison de 51 jours, tout simplement parce que le fabricant n'a pas cette voiture en stock quand il vous la vend, parce que avoir beaucoup de stock, ça coûte cher, et il cherche à réduire les coûts au prix bien sûr de la vitesse de livraison.
Donc c'est intéressant de voir qu'ils font que les éléments qui sont pointés comme étant ce qui veut dire que le dropshipping c'est mal, notamment le fait qu'ils n'ont pas de stock, sont en fait pratiqués par pas mal de gens et ne sont pas spécifiques nécessairement au dropshipping. En vérité, le vrai problème du dropshipping, c'est que c'est assez facile de démarrer et que c'est vendu comme une manière de faire de l'argent sans avoir aucune compétence marketing, ni aucun budget à mettre et aucun investissement de départ. Ce qui veut dire que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont rentrer là-dedans avec un peu de tout et de n'importe quoi. Vous allez bien sûr avoir des escrocs et des gens qui font des trucs clean. Ensuite, vous allez avoir un effet de sélection où les youtubeurs qui sont là pour faire des vidéos de critiques et d'attaques sur les autres ou les grands médias vont uniquement vous parler des escroqueries, donc c'est les seules choses dont vous allez entendre parler. L'autre élément qui est intéressant d'un point de vue psychologique, c'est qu'on a cette idée que si un travail n'est pas pénible, c'est pas un vrai travail et ça doit être une arnaque. Et on imagine un gars qui fait du dropshipping, qui fout pas grand chose, qui est sur son PC au bord de la plage à envoyer des produits AliExpress, c'est un gars qui fait rien, il met pas les mains dans le cambouis, il fabrique rien, il se salit pas, et donc probablement ce qu'il fait c'est une arnaque. Alors que bien sûr, dans notre économie de l'information, il y a plein de gens qui font du travail qui n'a pas l'air difficile vu de l'extérieur, mais c'est pas la sueur sur votre front qui définit nécessairement ce que vous produisez. Avec tout ça, j'ai ma propre critique à faire du dropshipping, mais elle est assez différente de celle qu'on entend habituellement. Habituellement, on a un argument moral que le dropshipping, c'est le mal, et pour moi, cet argument est un non-sens. C'est un argument qui est basé sur la non-compréhension du fait que beaucoup d'entreprises n'ont pas de stock, et le fait d'avoir ton stock ou pas n'est pas un grand facteur dans la définition de si une entreprise fait les choses bien ou mal. Il y a effectivement des dropshippers qui font des arnaques, mais il n'y a pas de raison nécessairement de le généraliser sur le dropshipping. C'est un petit peu comme si vous avez un primeur qui fait une arnaque, ça ne veut pas dire qu'être un primeur c'est mal, ça veut dire que arnaquer c'est mal. Même chose peut se dire sur le dropshipping. Maintenant, moi j'ai une critique du dropshipping en tant qu'entrepreneur. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve pas que c'est un très bon business à démarrer. Pourquoi ? Parce que vous faites du dropshipping, vous vendez un produit. Le problème, c'est pas que ce produit n'est pas stocké par vous. Le problème, c'est que ce produit, n'importe qui d'autre peut le vendre, puisqu'il n'est pas particulier à vous. C'est pas une marque, c'est pas une invention que vous avez faite. Donc, il n'y a aucune différenciation. N'importe qui peut venir vous prendre votre business. Les dropshippers sont parano sur les produits qu'ils font et les dropshippers ne veulent pas parler de leur business et de ce qu'ils vendent. Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils ont peur qu'on les critique, c'est parce qu'ils ont peur qu'on les copie, parce qu'ils savent que leur business est très facile à copier. Et monter votre business entier, non seulement sur un produit qui est facile à copier, mais en plus sur des sources de trafic que régulièrement vous ne contrôlez pas, et c'est souvent du Facebook Ads. On sait que Facebook peut être une source de trafic assez volatile, qui peut facilement fermer des comptes ou bloquer entièrement des business models. C'est quelque chose qui est assez fragile. L'autre critique qu'on peut faire, non pas vraiment au dropshipping en tant que business model, mais aux gens qui parlent de dropshipping, c'est les grosses promesses. Parce que le dropshipping, comme il n'y a pas besoin d'investissement de départ, on vous dit que vous pouvez démarrer sans argent, sans compétences et que n'importe qui peut le faire. Et en fait, on vous dit il suffit de créer un site et vous allez faire des ventes. En réalité, il ne suffit pas de créer un site pour faire des ventes. Il faut créer un site et comprendre comment vous allez faire du marketing qui est meilleur que le marketing de toutes les autres personnes qui essayent de vendre le même produit sur les mêmes canaux. Et si vous n'avez aucun avantage et aucune compétence à apporter, vous n'avez pas de raison de penser que vous allez gagner. Et donc, le dropshipping se prête naturellement à beaucoup de grosses promesses qui sont souvent pas réalistes sur la capacité de pouvoir gagner de l'argent rapidement et sans avoir de compétences. C'est intéressant d'ailleurs de comparer ça à la vente de formation. La vente de formation c'est souvent critiqué comme quoi c'est un moyen de faire de l'argent rapidement et c'est de l'arnaque. Mais en fait, quand vous voulez vendre des formations, tout le monde voit que ça demande pas mal d'efforts. C'est assez clair que vous allez devoir passer beaucoup de temps à créer du contenu, à apprendre le marketing, à apprendre le copywriting. Personne ne s'imagine qu'il va pouvoir faire une formation extrêmement facilement. Donc, conclusion, mon avis personnel sur le dropshipping, il faut le prendre avec un grain de sel. J'ai jamais été dropshipper, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce qui m'intéresse plus que ça. C'est un avis assez extérieur, mais d'un autre côté, je connais beaucoup de gens qui en ont fait et selon mon estimation, les gens qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui utilisent le dropshipping pour s'exercer, pour apprendre le marketing dans un business model où en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est du marketing. Vous n'avez pas à parler à des usines, à créer des produits, à parler à des ingénieurs. Et ensuite, ils vont aller faire ce travail, d'aller sur le terrain, de se déplacer en Chine, de trouver des usines, de trouver des fournisseurs, de trouver des ingénieurs et de développer leur propre marque, leurs propres produits. Et donc, le dropshipping peut être un tremplin vers quelque chose de plus solide. En tant que business, en tant que tel, je trouve ça un petit peu dangereux de se baser uniquement sur un produit que vous ne contrôlez absolument pas et que n'importe qui d'autre peut vendre. Pour finir, il faut que je vous parle de ce marketing de l'argent comme le pratique Yomi Denzel. Si vous me connaissez bien, vous pouvez être surpris que je parle aussi positivement de Yomi Denzel. Beaucoup de gens s'attendent à ce que je sois toujours critique des gens qui font entre guillemets du vendeur de rêve. Et c'est vrai,
entre moi et Yomi Denzel, il y a clairement une grosse différence de style. Yomi Denzel, c'est un mec dont toutes les vidéos les plus connues servent à se vanter de ses possessions. Évidemment, le concours suit la même dynamique. Moi, je suis un peu à l'opposé. J'ai jamais voulu montrer mon argent sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours voulu prouver mon succès à travers ce que je réalisais, mes résultats, et pas mes possessions. Ceci étant dit, j'ai rencontré Yomi une fois à Paris pour faire une interview au sujet de mon livre. Et ça, je lui en ai parlé directement. Je lui ai dit, moi, personnellement, ce côté argent, ça met mal à l'aise. J'ai l'impression que tu promets aux gens des choses que tu ne vas pas pouvoir leur livrer. Et à ce niveau-là, il m'a semblé assez droit dans ses bottes. Donc, à son crédit, il était assez clair sur ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, qui est-ce qu'il touchait. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il touchait un marché cible qui était différent du mien. C'est que moi, je ne serai jamais client de Yomi Denzel. C'est que les gens qui me suivent seront rarement clients de Yomi Denzel. C'est une vision de la vie qui est différente, c'est une ambition qui est différente, c'est une vision du succès qui est différente. Pour moi, le succès, c'était toujours de pouvoir faire ce que je voulais, quand je voulais. Et si j'ai besoin pour avoir de succès d'être sur Instagram, à montrer des bagnoles, à montrer des montres, etc. En fait, je suis bloqué dans une espèce de style de vie juste pour faire du Instagram et je ne peux plus faire ce que je veux quand je le veux. Et c'est pour ça que moi, cherchant la liberté, cherchant l'indépendance, claquer ma thune dans des Mercedes, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Pour Yomi Denzel, c'était peut-être son ambition, c'est ce à quoi lui rêvait quand il était gamin et c'est ce à quoi son audience rêve. Donc c'est pas mon style, mais d'un autre côté, un gars qui fait du marketing et qui propose à son audience que son audience a envie de voir, c'est difficile de le critiquer. À la limite, vous pouvez critiquer la société de consommation, son audience et les désirs matériels des gens, plus que fondamentalement Yomi Denzel qui est là pour répondre à un besoin. Pour essayer de vous donner une analogie de la manière dont moi je réfléchis à ce genre de questions, je vois un peu ça comme deux sportifs. On a des styles extrêmement différents, on n'a pas vraiment les mêmes valeurs, on joue clairement pas pour la même équipe et on défend pas les mêmes choses. Mais on peut respecter la compétence l'un de l'autre. Et j'ai suffisamment eu de contact avec Yomi pour savoir que lui, il respectait le type de vidéo et l'analyse que j'allais faire. Et j'ai suffisamment eu de contact avec lui pour comprendre qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il était clairement compétent dans ce qu'il fait. Et pour le meilleur et pour le pire, moi, une personne qui est ultra compétente et qui sait ce qu'il fait, il sait à qui il parle, il sait qui il est, c'est un truc que je peux respecter. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes probablement pas abonné à la chaîne Marketing Mania Daily, qui est ma deuxième chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant le bouton qui va se trouver en dessous de moi. Vous aurez des vidéos un peu dans ce style, des vidéos d'analyse, mais un peu plus brutes de décoffrage et d'autres types de vidéos qu'on va tester sur la chaîne dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est une expérience pour Marketing Mania. Si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Si ça ne vous plaît pas, dites-moi dans les commentaires. Encore une fois, n'allez pas me dire que je préfère les vidéos normales. C'est pas quelque chose qui va le remplacer, c'est quelque chose qu'on fait à côté, c'est une expérimentation. On essaie de vous apporter quelque chose de différent. Il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler, notamment Yomi Denzel. Ça m'intéresse d'en parler et de comprendre ce qui fonctionne chez lui, mais j'ai pas non plus forcément envie de passer 3 semaines à faire une vidéo complète dessus. Il y a beaucoup plus d'idées qui me viennent que de temps pour faire des vidéos sur la chaîne principale. Avoir une chaîne secondaire, c'est l'occasion de pouvoir parler d'autres choses. Si ça vous plaît, dites-le moi. Si ça vous plaît pas, dites-le moi, ça m'intéressera aussi. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et voir où est-ce que tout ça va arriver sur la chaîne jaune de Marketing Mania. À la prochaine.